mon épouse a disparu pendant 3 jours et est revenue en prétendant ne me devoir aucune explication. Je lui ai donc remis les papiers du divorce, accompagnés du rapport et des photos d'un détective privé. Son assurance s'est évaporée en quelques secondes lorsqu'elle a compris que je savais déjà tout. J'ai 36 ans, je suis un homme, et j'ai besoin d'écrire ceci tant que c'est encore frais dans ma mémoire. Car même si mes mains tremblent, mon esprit n'a jamais été aussi lucide. Lundi matin, mon épouse, âgée de 34 ans, est partie travailler comme n'importe quel autre jour. Elle m'a embrassé rapidement, a pris ses clés et a dit qu'elle passerait au Monoprix en rentrant pour acheter 2 ou 3 choses. Nous étions mariés depuis 6 ans et je pensais que notre mariage était solide, pas de disputes graves, pas de scandale. Nous parlions même de fonder une famille bientôt. Mais ce soir-là, elle n'est pas rentrée. À 19 h, je l'ai appelée, tombant directement sur sa messagerie vocale. J'ai réessayé, même résultat. À 20 h, j'ai appelé son bureau, on m'a informé qu'elle était partie à 17 h 30. J'ai commencé à sentir cette pression étrange dans ma poitrine, comme si quelque chose n'allait pas, mais mon esprit refusait de l'admettre. J'ai appelé sa meilleure amie, rien. J'ai appelé sa sœur, rien. J'ai appelé ses parents, rien. Sa mère a commencé à paniquer immédiatement, me disant qu'il fallait appeler les hôpitaux, qu'elle avait peut-être eu un accident. J'essayais de rester calme, mais à l'intérieur, la panique montait. Mardi matin, je me suis rendu au commissariat pour signaler sa disparition. Au début, la police a semblé prendre l'affaire au sérieux, femme mariée, sans antécédent de fugue, téléphone éteint. Tout paraissait inquiétant. Ils ont même tracé la dernière position de son portable avant qu'il ne s'éteigne, un hôtel dans le centre de Lyon. Quand j'ai demandé de quel hôtel il s'agissait, ils m'ont dit qu'ils allaient enquêter. Mais c'est là que quelque chose a changé. L'agent a consulté quelque chose sur son ordinateur et son expression s'est transformée. Ce n'était plus de l'inquiétude, mais un mélange de pitié et d'agacement. Il m'a dit, « Monsieur, parfois les adultes ont besoin de prendre un peu de distance. Attendons 48 heures avant de passer à l'étape supérieure. » J'ai tout de suite compris le message sous-entendu, ils avaient trouvé quelque chose. Ils avaient probablement vu qu'elle s'était enregistrée volontairement, et c'est pourquoi ils ne voulaient plus lever le petit doigt. Ils n'allaient pas la chercher, ils n'allaient pas intervenir. Ce mardi après-midi, j'ai contacté un détective privé, un certain Raymond, que m'avait recommandé un collègue divorcé. Je lui ai tout raconté. Il m'a dit qu'il commencerait immédiatement et qu'il m'appellerait dans moins de 24 heures. Puis il a prononcé une phrase qui est restée gravée dans ma mémoire, dans la plupart de ces cas, c'est exactement ce que vous craignez, j'en suis désolé. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi une seule minute. Mercredi matin, Raymond m'a appelé, je l'ai localisée. Elle est à l'hôtel de la Cité, chambre 308. Elle s'est enregistrée lundi après-midi. Je suis resté silencieux, sentant mon estomac se nouer. Est-elle seule, ai-je demandé, bien que je connaisse déjà la réponse. Non, elle est avec un homme, âgé d'environ 32 à 35 ans. Il est arrivé avec elle lundi et est resté les 2 nuits. Raymond est resté froid et professionnel, ils sont sortis ensemble 2 fois. Dîner mardi soir, petit déjeuner mercredi matin. Avez-vous des photos? J'ai tout. Il m'a envoyé un email contenant 23 photos. Je les ai regardées une par une, mon épouse riant avec un homme que je n'avais jamais vu, lui tenant la main de l'autre côté de la table, s'embrassant sur le parking de l'hôtel, entrant ensemble dans la chambre. La dernière photo était horodatée, mercredi, 14h47. Ils étaient dans le hall de l'hôtel avec des valises, s'enlaçant pour se dire au revoir. J'ai immédiatement rappelé Raymond, combien de temps vous faut-il pour rédiger le rapport complet? Vous l'aurez à 17 h. Pouvez-vous la suivre? Voulez-vous que je continue? Non, j'ai déjà ce dont j'ai besoin. J'ai raccroché et je me suis rendu directement chez une avocate spécialisée en droit de la famille. Je lui ai tout raconté, lui montrant le rapport et les photos. Maître Valois a tout examiné et a dit, c'est un cas d'adultère assez clair. Elle m'a ensuite expliqué qu'en France, la faute peut avoir un impact, notamment sur d'éventuels dommages et intérêts, mais surtout que le régime matrimonial était déterminant pour le partage des biens. Elle m'a posé des questions rapides, la maison. Je l'ai achetée 2 ans avant notre mariage, elle est à mon nom. Elle ne figure pas sur l'acte de propriété? Et les comptes bancaires? Non, nous sommes en séparation de biens. Elle avait insisté lorsque nous nous sommes mariés,
disant que c'était plus moderne. L'avocate a souri pour la première fois, cela va énormément jouer en votre faveur. Je peux préparer les documents avant la fin de la journée. Je veux que ça aille vite. Alors nous irons vite. Je suis rentré chez moi à 18 heures. Les documents étaient déjà dans ma boîte mail. J'en ai imprimé 2 copies. Je les ai laissés sur la table de la cuisine avec le rapport du détective et les photos dans une chemise cartonnée parfaitement ordonnée. À 18h47, la porte s'est ouverte. Mon épouse est entrée comme si de rien n'était. Elle n'avait pas l'air coupable, ni nerveuse, ni stressée. Elle avait l'air normale. Elle a posé son sac, a enlevé ses chaussures, a ouvert le réfrigérateur et a pris une bouteille d'eau. « Salut », a-t-elle dit, comme si elle était juste sortie acheter le pain. J'étais assis à table. « Salut ». Elle a bu une gorgée. « Qu'est-ce qu'on mange ?» J'ai pris une grande inspiration. « Où étais-tu » Elle s'est retournée calmement, j'avais besoin de prendre l'air. Je l'ai regardée fixement, 3 jours pour prendre l'air, sans prévenir personne. Là, son visage a changé, elle s'est mise sur la défensive, j'ai le droit d'avoir du temps pour moi, je n'ai pas à te rendre compte de chacun de mes mouvements. J'ai signalé ta disparition à la police. Elle a levé les yeux au ciel, quelle exagération. Je suis une femme adulte. Ta mère appelait les hôpitaux, tu aurais au moins pu la prévenir que tu allais bien. Je ne savais même pas que vous vous inquiétiez, tu avais éteint ton téléphone. Elle a posé la bouteille violemment sur le plan de travail. Écoute, je ne vais pas me justifier. J'avais besoin de distance, je l'ai prise, et je ne te dois pas d'explication sur tout ce que je fais. Et voilà, la phrase que je savais qu'elle allait prononcer. Je me suis levé. Tu as raison. Elle a cligné des yeux, j'ai raison sur quoi? Tu ne me dois pas d'explication. J'ai pris la chemise et les papiers du divorce, j'ai marché vers elle et je les lui ai tendus. Mais je ne te dois pas non plus un mariage. Elle a ouvert la chemise et j'ai vu son visage passer par toutes les émotions possibles en 10 secondes, confusion, reconnaissance, choc, panique, terreur. La première photo était celle d'elle l'embrassant sur le parking de l'hôtel. Ce n'est pas à temps. Elle a commencé à tourner les pages avec désespoir. Tu m'as fait suivre? Les réponses sont dans le rapport. Page 3, l'hôtel. Page 5, la chronologie. Page 6 à 8, les 23 photos. Maintenant, ses mains tremblaient. Julien. Ce n'est pas ce que tu crois. Signe les papiers. Demain, je dépose la demande au tribunal. Tu ne peux pas faire ça, nous devons parler. Je l'ai regardé sans ciller, tu as dit que tu ne me devais pas d'explication. J'étais d'accord. Maintenant, je t'accorde la même courtoisie. S'il te plaît, laisse-moi t'expliquer. J'ai reculé d'un pas, ne m'insulte pas plus que tu ne l'as déjà fait. C'était une erreur. 3 jours? 3 jours dans un hôtel avec un autre homme pendant que ta mère te croyait morte dans un fossé. Elle a tenté de se défendre, ce n'est pas n'importe qui, c'est. Je m'en fiche. J'ai respiré lentement, signe ou ne signe pas, peu importe, demain le dossier sera déposé. Et je te conseille de trouver un autre endroit où dormir ce soir. Son visage s'est durci, cette maison est aussi à moi. Non, cette maison est à moi. Comment oses-tu? Je l'ai achetée avant notre mariage, elle est à mon nom. Vérifie l'acte de propriété, ton nom n'y figure pas. Son visage est devenu rouge, tu ne peux pas me mettre à la porte. Je ne te mets pas à la porte. Je te dis simplement que si tu restes, tu dormiras dans la chambre d'amis, parce que c'est fini entre nous. Elle s'est mise à pleurer, s'il te plaît, écoute, j'étais perdu. Et maintenant tu ne le es plus. Non, non. Je veux dire, oui, je veux être avec toi. Ça ne signifiait rien. Je montais déjà les escaliers, si ça ne signifiait rien, alors tu n'aurais rien fait. Mais tu as fait beaucoup. Je me suis enfermé dans la chambre. Je l'ai entendu pleurer en bas pendant 1 heure. Ensuite, je l'ai entendu parler au téléphone d'une voix étouffée. Puis la porte d'entrée a claqué. J'ai regardé par la fenêtre, sa voiture n'était plus là. Mon téléphone a vibré, un message d'elle, s'il te plaît, ne fais pas ça, je t'aime. C'était une bêtise, je ferais n'importe quoi. Je l'ai bloqué, j'ai tout transféré à mon avocate, j'ai pris un somnifère et je me suis endormi.
5 jours plus tard. Cette semaine a été un tourbillon. J'ai déposé la demande de divorce jeudi matin. Mon avocate a été claire, avec ses preuves, la procédure devrait être simple. Elle conservera probablement ses effets personnels et obtiendra peut-être une petite prestation compensatoire pour la durée du mariage. Mais vous gardez la maison, vos épargnes restent séparées. La majeure partie de votre patrimoine est protégée. C'était la logique, mais ce n'est pas ce qui s'est passé. Jeudi après-midi, j'ai reçu une assignation. Mon épouse demandait une ordonnance de protection à mon encontre. Oui, elle prétendait que j'étais instable, menaçant, et qu'elle craignait pour sa sécurité après que je l'ai piégée avec de fausses accusations et une surveillance illégale. J'ai dû me présenter au tribunal vendredi matin. Elle est arrivée avec son avocate et sa sœur, toutes deux en larmes, me regardant comme si j'étais un monstre. Son avocate a argué qu'engager un détective privé constituait un harcèlement obsessionnel et que les photos étaient illégales. Mais ce n'était pas le cas, Raymond était un professionnel agréé. Mon avocate a exposé tout le contexte, mon épouse a disparu sans prévenir, j'ai signalé sa disparition, la police n'a rien fait, j'ai engagé un détective qui n'a observé que des lieux publics et les parties communes de l'hôtel. Tout était légal. Le juge aux affaires familiales a regardé les photos, a regardé mon épouse, puis m'a regardé, « Madame, votre mari a engagé un détective après votre disparition de 3 jours. Les photos vous montrent dans ce qui semble être une relation extra-conjugale. Je comprends que ce soit inconfortable. Mais rien dans les actions de votre mari ne constitue du harcèlement. » Demande rejetée. Mon épouse a éclaté en sanglots, sa sœur m'a foudroyé du regard. Elles sont parties sans un mot. Samedi, à 8 heures du matin, son père s'est présenté, frappant à la porte comme s'il était chez lui, « Ouvre, on doit parler d'homme à homme. » J'ai ouvert, « Que veux-tu » Il est entré en me bousculant, « Ce que je veux, c'est que tu arrêtes cette stupidité. Tu couvres ma fille de honte pour un malentendu. » Je suis resté de glace, un malentendu ? Elle s'est enregistrée dans un hôtel avec un autre homme pendant 3 jours. Elle traversait une période difficile, les femmes sont parfois émotives. Tu aurais dû être là pour elle au lieu de l'espionner. Son mari, c'est moi. C'est à moi qu'elle devait parler. Je l'ai regardée sans bouger, et je devais la soutenir en la laissant me tromper. Il s'est approché d'un air de défi, « As-tu des preuves qu'il s'est vraiment passé quelque chose ? Les as-tu vues dans le lit ou as-tu seulement des photos innocentes ?» J'ai sorti mon téléphone et je lui ai montré la photo du baiser. Il l'a à peine regardé, « Ce n'est rien, un baiser. Tu vas jeter un mariage en l'air pour un baiser. » Un baiser de 3 jours dans un hôtel en partageant une chambre pendant 2 nuits. Tu ne sais pas ce qui s'est passé dans cette chambre, mais j'en ai une bonne idée. Ta fille a pris sa décision, maintenant je prends la mienne. Son ton a changé, devenant suppliant, « Mon garçon, elle a fait une erreur, elle est dévastée. Donne-lui une autre chance. Pense à la famille que vous avez construite. » Elle a pensé à cette famille en s'enregistrant à l'hôtel. Tout le monde mérite le pardon. Parfait, qu'elle le cherche ailleurs, mais pas dans ma maison. Puis il s'est de nouveau mis en colère, « Tu te crois parfait ? Tu es sûrement un mari exécrable, tu l'as poussé à ça. » Je l'ai regardé avec dégoût, « C'est ce qu'elle t'a dit ? Que c'est de ma faute ? Elle a dit que tu étais distant, froid, que tu travaillais tout le temps. Je travaille de 8 heures à 17 heures, du lundi au vendredi. Je suis à la maison tous les soirs avant 18 heures. Elle connaissait mon rythme de vie quand elle m'a épousé. Il m'a pointé du doigt, « Tu le regretteras quand tu seras seul et misérable. Souviens-toi que tu as rejeté une femme bien. Je me souviendrai que j'ai divorcé d'une femme infidèle. Maintenant, sors de chez moi. » Avant de partir, il a lâché, « Ce n'est pas fini. » J'ai répondu sans hésiter, « Si, c'est fini. Les audiences auront lieu le mois prochain. Dis à ta fille de trouver un meilleur avocat. » Il est parti en claquant la porte si fort qu'un cadre est tombé du mur. Dimanche, sa mère et sa sœur sont apparues avec des valises. Nous venons récupérer ses affaires, a annoncé la sœur. Parfait, faites une liste de ce qui lui appartient, je la préparerai pour le week-end prochain. Non, nous allons les prendre maintenant. J'ai secoué la tête, non. C'est ma maison et vous n'allez pas vous promener ici sans surveillance pour prendre ce que vous voulez. Sa mère s'est mise à pleurer, comment peux-tu être aussi cruel ? Elle est anéantie. Elle aurait dû y penser avant l'hôtel de la cité.
La mère a tenté de la défendre, elle t'a expliqué qu'elle avait revu un ex-petit ami de l'université et qu'ils avaient juste pris des nouvelles. Il ne s'est rien passé pendant 3 jours dans une chambre d'hôtel. J'ai eu un petit rire sec. Madame, je ne suis pas stupide et vous non plus. Arrêtez de nous prendre pour des imbéciles. La sœur est devenue agressive, tu sais quoi? Elle m'a dit que tu étais ennuyeux au lit, c'est pour ça qu'elle avait besoin de quelque chose de plus excitant. Parfait, j'espère que l'excitation valait la perte d'une grande partie de ses prétentions dans le divorce. Tu ne garderas pas tout. Elle mérite la moitié de cette maison. La maison que j'ai achetée avant de la connaître et pour laquelle elle ne figure même pas sur l'acte de propriété. Bonne chance avec ça. Elle a contribué à cette maison. Choisir des coussins n'est pas un investissement. La mère a bondi, c'est de la violence économique. Tu veux la laisser sans rien. Elle recevra ce que la loi prévoit, et selon mon avocate, ce ne sera pas grand-chose étant donné la faute. Nous verrons ce que dira le juge. Maintenant, partez avant que j'appelle la police pour violation de domicile. Elles sont parties en hurlant des menaces sur des avocats, des jugés sur la façon dont j'allais le payer. Lundi, j'ai de nouveau changé toutes les serrures et j'ai installé des caméras sur la porte d'entrée et à l'arrière. Je ne prenais aucun risque. Salut, j'ai reçu un message d'un numéro inconnu, tu fais une énorme erreur, je t'aime. S'il te plaît, parlons en face à face. Je l'ai bloqué. Un autre numéro, c'est moi, j'ai acheté un nouveau téléphone parce que tu m'as bloqué. S'il te plaît mon amour, j'ai tout gâché, je ferai n'importe quoi. Bloqué. Un troisième numéro, arrête d'être puéril, nous sommes des adultes, on peut arranger ça. Bloqué aussi. Mardi, mon avocate m'a appelé, ils ont déposé une demande conventionnelle. Ils réclament une prestation compensatoire, la moitié de la valeur de la maison et une compensation pour préjudice moral en raison de votre cruauté. Peuvent-ils obtenir quoi que ce soit? Elle a ri, ils peuvent toujours demander. Non, ils ne l'obtiendront pas, mais ils peuvent faire traîner les choses de quelques semaines. J'ai le temps, lui ai-je répondu, et c'était vrai. Les gens me demandent si je me sens coupable, si je suis trop dur, si je devrais lui donner une chance. Non. Elle a disparu pendant 3 jours, n'a rien dit à personne, a laissé tout le monde s'inquiéter, est revenue comme si de rien n'était et a même dit qu'elle ne devait d'explication à personne. Quand elle s'est fait prendre, c'était soudain une erreur, un moment de confusion, on peut arranger ça. Non. Elle m'a montré exactement qui elle était, et je ne fais que réagir en conséquence. La prochaine audience était dans 3 semaines. Son avocat essayait déjà de négocier. Maître Valois a répondu en substance, n'y pensez même pas. 3 semaines plus tard. L'audience a eu lieu hier, et si vous pensez que la situation ne pouvait pas empirer, détrompez-vous. Ces 3 dernières semaines ont été une leçon magistrale de folie. Après ma dernière mise à jour, mon épouse a commencé à se présenter à mon travail. Elle n'entrait pas, elle restait simplement sur le parking dans sa voiture, à observer l'entrée. La sécurité l'a remarqué le 2e jour et m'a demandé si je voulais qu'ils interviennent. Je leur ai dit, seulement si elle essaie d'entrer. Elle ne l'a jamais fait, elle restait juste là pendant des heures. Puis elle a commencé à me suivre quand j'allais déjeuner. Je conduisais, et elle était 3 voitures derrière. Je me garais, et elle se garait de l'autre côté de la rue. Elle ne s'approchait jamais, elle se contentait de regarder. C'était angoissant. Mon avocate a envoyé une lettre de mise en demeure, son avocat a répondu qu'elle avait le droit de se trouver dans des lieux publics. Ensuite, les appels ont commencé, mais pas à moi, elle savait qu'elle était bloquée. Elle a appelé mon patron, mon supérieur, les ressources humaines. Premier appel à mon patron, bonjour, j'appelle au sujet de l'un de vos employés. Je m'inquiète pour son état mental, il se comporte de manière erratique. Mon patron, que Dieu le bénisse, a demandé qui était à l'appareil. Quand elle s'est identifiée, il a dit, Madame, je suis au courant de votre situation. Veuillez passer par les voies légales pour toute autre question, et il a raccroché. Elle a rappelé 4 fois ce jour-là. Ensuite, elle a appelé la DRH en disant que je lui avais volé de l'argent et qu'il devrait vérifier si je ne détournais pas des fonds de l'entreprise. J'ai dû assister à une réunion avec la DRH, j'ai amené mon avocate, je leur ai montré la demande de divorce, le rapport du détective, les photos. La responsable DRH avait l'air épuisée, Monsieur,
nous sommes désolés que vous traversiez cette épreuve. Nous allons consigner ces appels dans le cadre d'un divorce conflictuel et nous ne prendrons aucune mesure. Si elle continue, nous déposerons une plainte pour harcèlement. Cela l'a calmée pendant 48 heures. Après quoi, elle a appelé ma mère, j'ai besoin de vous parler de votre fils. Il ne va pas bien, il a inventé une histoire d'infidélité parce qu'il fait une dépression. Ma mère, qui avait vu mon épouse environ 6 fois et ne l'avait jamais appréciée, a répondu, ma chère, si vous avez trompé mon fils, c'est une affaire entre vous deux et les avocats. Ne rappelez plus jamais ici, et elle a raccroché. Ensuite, elle a appelé mon père. Mon père a écouté une dizaine de secondes et a dit, c'est vous l'infidèle, n'est-ce pas? Oubliez ce numéro, et il l'a bloqué. La 3e semaine, son avocate a déposé une requête d'urgence, affirmant que j'avais dissimulé des biens communs et exigeant l'accès à tous mes comptes, même ceux que j'avais avant le mariage. Mon avocate a répondu par une magnifique réplique en jargon juridique. Nous sommes allés à une autre audience. Le juge était manifestement irrité. Son avocat a dit que je devais cacher de l'argent puisque j'avais pu payer un détective privé et une bonne avocate. Mon avocate a présenté les relevés bancaires, mon client a tout payé avec ses économies personnelles provenant d'un compte ouvert avant le mariage. Aucun fonds commun n'a été utilisé. Le juge a regardé l'avocat de mon épouse, avez-vous de véritables preuves de bien dissimulé ou êtes-vous simplement en train de pêcher à la ligne? Silence. C'est bien ce que je pensais. Requête rejetée. La prochaine fois, apportez des preuves, pas des soupçons. L'audience principale est enfin arrivée. Mon épouse est apparue habillée comme si elle allait à un enterrement, robe noire, maquillage minimal, yeux rouges, une attitude de victime parfaite. Son avocat a commencé, votre honneur, ma cliente est dévastée. Elle a commis une erreur dans un moment difficile et son mari a réagi par des représailles extrêmes. Il a engagé un harceleur, il veut la laisser sans ressources, il a monté sa propre famille contre elle. Mon avocate s'est levée, objection. Rien de tout cela n'est factuel. Le juge a fait droit à l'objection, tenez-vous au fait. L'avocat a réessayé, ma cliente admet avoir repris contact avec un vieil ami pendant une période où elle se sentait ignorée. Ils se sont retrouvés pour prendre un café, ils ont parlé, et oui, elle est restée dans un hôtel pour réfléchir, mais il ne s'est rien passé de physique. Mon avocate a sorti les photos, votre honneur, ces photos ont été prises par un détective agréé dans des lieux publics. Photo 12, baiser sur le parking. Photo 15, ils entrent ensemble dans la chambre le lundi à 21h47. Photo 18. Ils sortent ensemble le mardi à 11h23 et reviennent à 14h15. Photo 21, ils sortent le mercredi à 7h34 pour prendre le petit déjeuner et reviennent à 8h52. Le juge a regardé les photos, a regardé mon épouse puis l'avocat adverse, votre cliente a passé 2 nuits consécutives dans une chambre d'hôtel avec un homme qui n'est pas son mari et il y a des preuves photographiques d'affection physique. Quel est exactement votre argument? L'avocat a balbutié, les photos ne prouvent pas ils auraient pu dormir dans des lits séparés. Le juge l'a coupé, 2 adultes s'enregistrant dans une seule chambre pour plusieurs nuits, ce n'est pas circonstanciel, c'est clairement intentionnel. Continuez. Son avocat a demandé 50% de la valeur de la maison bien que je l'ai acquise avant le mariage, une prestation compensatoire de 3 000 € par mois pendant 5 ans, sa voiture que je l'avais aidé à acheter et qui était par erreur aux 2 noms. Et la moitié de mon plan d'épargne retraite. Mon avocate a demandé ses effets personnels, sa voiture avec le crédit restant de 8 000 €, et une prestation de 500 € par mois pendant 2 ans à titre transitoire. Le juge a tout examiné. La maison était un bien propre prénuptial, les finances avaient toujours été séparées, elle travaillait à plein temps, il y avait des preuves claires de la faute. Il a rendu son verdict. La maison me revenait à 100%, elle avait 30 jours pour retirer ses affaires. Pour les voitures, chacun gardait la sienne et assumait le crédit. Les épargnes retraite restaient séparées. Prestation compensatoire, 750 € par mois pendant 18 mois. Dettes, chacun les siennes. Mon épouse pleurait. Le juge a conclu, Madame, vous avez commis une faute et vous avez ensuite tenté de faire passer la réaction de votre mari pour de la maltraitance. Ce tribunal ne récompense pas ce genre de comportement. Vous recevrez une aide suffisante pour assurer votre transition. Pas pour financer votre irresponsabilité. Soyez en reconnaissante. À l'extérieur du tribunal, sa mère attendait et a commencé à me crier dessus sur le parking,
me traitant d'homme mauvais et disant que je détruisais sa famille. Je suis simplement monté dans ma voiture et je suis parti. Ce soir-là, j'ai reçu un autre message d'un numéro inconnu, « J'espère que tu es heureux, tu as ruiné ma vie. Je dois retourner vivre chez mes parents, personne ne peut me regarder sans penser que je suis une personne horrible. C'est toi qui m'as fait ça. » Pour la première fois, j'ai répondu, « C'est toi qui t'es fait ça à toi-même. » 3 jours à l'hôtel de la cité avec un autre homme. Assume, et je l'ai bloqué. 6 semaines plus tard, le divorce est complètement finalisé. J'ai reçu les documents officiels mercredi dernier. Cela fait presque 3 mois qu'elle a franchi cette porte en disant qu'elle ne me devait aucune explication. Elle avait raison, elle ne m'en devait pas, et je ne lui devais pas un mariage. Les 6 dernières semaines ont été calmes de son côté. La décision du juge a étouffé toute velléité de combat qui lui restait. Elle a déménagé de chez ses parents et a trouvé un petit appartement en colocation à une 30aine de minutes. J'ai entendu dire par des amis communs, que je ne vois presque plus, qu'elle travaille et essaie de reconstruire sa vie. Tant mieux pour elle, je suppose. Mais l'audace n'est pas complètement morte. Il y a 2 semaines, sa sœur a obtenu mon nouveau numéro. Je l'avais changé après la finalisation du divorce. Salut, c'est moi. Comment as-tu eu ce numéro? Peu importe. J'appelle parce que tu devrais savoir quelque chose. Ça ne m'intéresse pas. Elle va très mal. Elle a perdu du poids, elle pleure tout le temps, elle a du mal à travailler. Je crois qu'elle est en dépression. Qu'elle aille voir un thérapeute. Elle a besoin de tourner la page, elle a besoin de te parler au moins une fois. Elle a tourné la page au tribunal. Tu vas vraiment lui en vouloir pour toujours? Elle a fait une erreur. Une erreur de 3 jours dans un hôtel avec un autre homme. Les gens font des erreurs quand ils sont malheureux. Tu aurais dû être un meilleur mari. Et voilà, encore une fois, toujours de ma faute. J'ai respiré profondément et j'ai répondu, j'ai été un bon mari. Elle a été une épouse exécrable. Dis-lui d'arrêter d'envoyer les membres de sa famille pour me manipuler. Sa sœur a commencé à m'insulter, je l'ai bloquée. La semaine dernière, je l'ai croisée chez Carrefour, totalement par hasard. Je prenais de l'essuie-tout, j'ai tourné dans un rayon et elle était là. Nous nous sommes regardés. Elle s'est figée. J'ai hoché la tête et j'ai continué mon chemin. Mais elle m'a suivi, on peut parler, s'il te plaît? Juste 5 minutes. Non. Je veux juste m'excuser. Bien. Je n'en ai pas besoin. S'il te plaît, j'en ai besoin pour pouvoir avancer. Je me suis arrêté et je l'ai regardé, tu as besoin de t'excuser pour te sentir mieux dans ta peau, pour pouvoir te dire j'ai payé ma dette et passer à autre chose. Elle a essayé de parler, je ne l'ai pas laissé faire, écoute, je me fiche de savoir si tu avances ou si tu te sens coupable pour toujours. Tu as fait ton choix, tu vis avec. Moi, je suis déjà passé à autre chose. Ses yeux se sont remplis de larmes, je t'aime encore. Tu as davantage aimé une chambre d'hôtel avec un autre type. Ce n'était pas comme ça. C'était exactement comme ça, j'ai les photos. 2 nuits, même chambre, plein de baisers. Je ne suis pas stupide et toi non plus, arrête de mentir. Elle a essuyé son visage, d'accord, tu veux que je le dise? Oui, j'ai eu une relation avec lui. Oui, c'était mal. Oui, je le regrette tous les jours. Voilà. Je l'ai regardé avec un calme total, ça ne me rend pas heureux. Ça m'est égal. Ça l'a frappé plus que n'importe quelle insulte. Tu es si froid. Je suis pragmatique. C'est toi qui m'as appris à l'être. Je me suis approché un peu, juste assez pour qu'elle entende bien, tu as dit que tu ne me devais pas d'explication, tu avais raison. Et je ne te dois pas de pardon. Nous sommes quittes. Elle est restée là, pleurant au milieu du rayon. Je suis parti. Je n'ai eu aucune nouvelle depuis. Je ne suis ni parfaitement heureux, ni détruit. Juste bien. La maison semble plus grande maintenant, plus vide mais aussi plus propre, d'une certaine manière. J'ai repeint la chambre, acheté de nouveaux meubles, donné les choses qui me rappelaient elle. J'en ai refait mon espace. Le travail est stable. Mon patron est au courant de tout et s'est montré très compréhensif. Il n'y a plus de surveillance sur le parking, plus d'appels de harcèlement. Il y a quelques semaines, j'ai commencé à fréquenter quelqu'un, sans me presser.
Je l'ai rencontrée dans une librairie, on y va doucement. Elle est au courant du divorce, elle sait que c'est récent, elle ne met aucune pression et c'est apaisant. Mes parents sont soulagés que tout soit terminé. Mon père m'a emmené à un match de foot le week-end dernier. Il n'a même pas mentionné le divorce, on a juste mangé des sandwichs merguez frites et on s'est plaint des arbitres. Ma mère continue de me demander si je vais vraiment bien ou si je fais seulement semblant, et je crois que oui. Il m'a fallu du temps pour en arriver là, mais oui, je vais bien. J'ai du mal à faire confiance à nouveau, je ne vais pas mentir. Chaque fois que ma nouvelle compagne tarde à répondre ou m'écrit tard, il y a une petite voix dans ma tête qui s'active, mais j'y travaille. Je ne vais pas permettre qu'une personne toxique ruine toutes mes futures possibilités. J'ai appris plusieurs choses. La première, quand quelqu'un vous montre qui il est, croyez-le immédiatement. Quand elle a dit « je ne te dois pas d'explication », elle me disait qu'elle n'accordait aucune valeur à notre mariage. Je l'ai juste prise au mot. La deuxième, le contrat de mariage en séparation de biens a été la décision la plus intelligente que nous ayons prise en 6 ans. Ça a rendu le divorce beaucoup plus simple. Et la troisième, engager ce détective privé valait chaque centime. Sans ces photos, elle continuerait de mentir, de manipuler, d'essayer de me convaincre que j'étais le fou. Raymond m'a donné des preuves, les preuves m'ont donné l'avantage, et l'avantage m'a donné un divorce propre. À ceux qui m'ont écrit pour me soutenir, merci. Aux quelques-uns qui ont dit que j'aurais dû essayer la thérapie ou lui donner une autre chance. Avec tout mon respect, non. Elle n'a pas trébuché pour tomber dans ce lit d'hôtel, elle a planifié, agi, menti, et n'a montré des remords que lorsqu'elle s'est fait prendre. On ne construit pas un avenir avec quelqu'un comme ça. Maintenant, je peux vraiment clore ce chapitre. Le divorce est définitif, la maison est à moi, la vie est à moi. Elle voulait de l'espace et pas d'explications. Elle a obtenu un espace permanent et toutes les explications qu'elle ne voulait pas. Ça me suffit amplement. Commentaires, je lis souvent vos réactions et je sais que les moments de trahison résonnent profondément en beaucoup d'entre vous. La chose la plus précieuse que nous puissions garder dans ces épreuves est notre propre dignité. Poser des limites fermes n'est pas un acte de cruauté, mais un geste indispensable de respect envers soi-même. Nous ne pouvons pas contrôler les choix des autres, mais nous avons le pouvoir total sur notre façon d'y réagir. Le chemin de la guérison commence vraiment lorsque nous arrêtons d'attendre des excuses qui ne viendront peut-être jamais. Je vous encourage à toujours choisir votre paix intérieure avant d'essayer de réparer ce qui a été délibérément brisé. Pardonner ne signifie pas toujours ouvrir sa porte, cela implique parfois simplement d'accepter de tourner la page pour avancer. Vous méritez de vous entourer de personnes qui valorisent votre confiance et assument la responsabilité de leurs actes. Prenez soin de vous et rappelez-vous que chaque fin difficile est souvent le début d'une vie beaucoup plus sereine. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de laisser un commentaire et de soutenir la chaîne en vous abonnant. À bientôt pour les prochaines stories.